question qui m'est posée, c'est de savoir quelles sont les attentes du magistrat vis-à-vis des postures de l'expert, principalement. Alors je dirais que pour définir quelle est l'attente vis-à-vis des postures de l'expert, j'allais dire déjà, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'attends de l'expert tout court, quelle est l'attente du résultat de son expertise. La première attente, ce n'est pas la qualité de son avis, c'est déjà que son avis soit régulier, donc qu'il n'y ait pas de vice de procédure, et que son avis ne soit pas entaché d'irrégularité. C'est la première condition. Et la deuxième chose, c'est que arrive son avis qui soit de qualité. Et pour que son avis soit qualité, et pour qu'il ne soit pas entaché d'irrégularité, il faut, pour cela, à mon avis, que l'expert ait utilisé un certain nombre de moyens. Et ces moyens, je vais les balayer en me posant un certain nombre de questions. La première, c'est qu'il me semble, en reprenant ce qu'a dit Bernard Laïceda tout à l'heure, il faut d'abord que l'expert ait une ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, elle vient peut-être, je crois que cet après-midi, nous nous exprimons devant un public d'experts qui ont déjà de l'ancienneté. Et eh bien, l'ancienneté, c'est l'histoire que Bernard Laïceda nous a balayé tout à l'heure. Et sans avoir besoin de reprendre le détail de ce qu'il a exposé, on s'aperçoit que, tout simplement, il nous a montré qu'au-delà de son expérience, qui est un peu longue dans le temps, mais si on prend les quelques dernières années, il a été le témoin de modifications qui ont été assez substantielles et nombreuses dans le temps du Code de justice administrative, par exemple. Et donc, la première chose, la première condition de l'ouverture d'esprit, c'est aussi bien sur le terrain scientifique, qui est le domaine de l'expertise, que sur le terrain juridique, c'est ne pas avoir d'idées reçues, d'idées préconçues, et y compris en ce qui concerne les règles qui concernent le déroulement d'expertise, puisque la réalité scientifique évolue, on n'a pas d'a priori, eh bien, y compris en ce qui concerne les règles de droit applicables, il faut aller vérifier que les règles de droit qui s'appliquent sont bien celles qui sont prévues par le journal officiel, donc sur Légifrance, et pas sur je ne sais quelle impression qu'on peut trouver dans un document qu'on a imprimé tel jour ou tel autre. Deuxième chose, je me permets également de reprendre ce qu'a dit M. Laïceda tout à l'heure. En toute chose, il faut considérer la fin. Quel est le but poursuivi? Il me semble que l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur le mur à 200 €, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de murs à 200 €, mais on a par exemple en matière de construction parfois des questions qui se posent avec la question de savoir quelle est l'origine de la fissure, quelle est l'origine du désordre ou de l'instabilité de la construction. Et s'il faut faire des sondages, des investigations à quelques dizaines de milliers d'euros pour des désordres qui sont du même ordre, ça ne vaut pas forcément la peine. J'ai l'exemple actuellement d'une expertise où j'ai eu des échanges assez fructueux avec un expert et avec les parties où les gens se posent la question du caractère opportun ou satisfaisant du recours à l'expert d'expertise antérieure, où il y avait eu des sondages de sol qui avaient été très coûteux, mais ça n'avait pas été contradictoire dans cette expertise-là. Oui, mais les sondages de sol, ils avaient un coût à 20 ou 30 000 €. Donc j'ai proposé à l'expert et j'ai mis en diffusion générale l'ensemble des parties en disant je propose à l'expert de transmettre aux parties l'ensemble des investigations qui ont été faites, l'ensemble des résultats de l'expertise, et à partir de là, l'ensemble des parties verront l'opportunité ou pas pour elles de demander à nouveau de nouvelles investigations sur ce plan-là. Donc je pense que ce qui est important dans un expert, c'est son ouverture d'esprit et également envisager les enjeux et les coûts. On comprend bien qu'on est quand même dans l'idée pas seulement de trouver une vérité idéale, mais de résoudre un litige potentiel qui a un enjeu, et cet enjeu se quantifie financièrement. Ensuite, je dirais d'une façon générale, c'est que les mots ont été prononcés par les uns ou les autres dans leurs expressions juste avant moi. Il faut que ces mots-là ne soient pas que des mots et qu'il y a quelques mots clés, quelques mots phares que l'expert doit avoir en tête. Et j'allais dire, je vais prendre un exemple que vous ne m'attendez peut-être pas à citer, mais je pense du randonneur en montagne qui fait une course dans la neige. Et on a l'habitude de dire que quand on a un doute sur le risque dans l'avalanche, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'il ne faut pas y aller. Et donc, on va se poser des questions en matière d'impartialité, de diligence, d'honnêteté, et on se dit, ah ben tiens, si j'utilise telle ou telle donnée, est-ce qu'il y a un problème d'impartialité? C'est qu'a priori, si on se pose la question, il y a une difficulté.
Donc, soit il faut qu'on renonce à l'expertise, soit il faut qu'on en parle aux gens, soit qu'il faut... Voilà, c'est tout simplement, il y a une transparence sur toutes ces questions-là, simplement se poser les questions. Et une fois qu'on s'est posé les questions, la réponse est déjà comprise dans la question. Il s'agit de... C'est le cas en matière d'impartialité, c'est le cas en matière de diligence. Est-ce que j'ai décidé de moi-même? Est-ce que c'est honnête d'avoir décidé moi-même sans avoir pris les disponibilités, les convenances des parties, ou alors les convenances des parties, ça fait 3 mois que je leur ai posé la question, maintenant est-ce qu'il est temps que je fixe la date moi-même, etc., etc. Et en ce qui concerne l'honnêteté également, c'est-à-dire s'agissant de la prise en compte d'éléments extérieurs à l'expertise, s'agissant du fait de... Voilà, je n'ai pas besoin de chercher d'exemple précisément, vous voyez très bien que ces mots-là, simplement les garder en ligne de fond, en back-office, les agiter régulièrement dans son esprit, ça suffit déjà à savoir si on a la bonne posture. Et je terminerai en reprenant les 4 mots qui ont été cités tout à l'heure par le docteur Sicard, donc les différentes personnalités qu'on peut trouver un peu pathologiques ou pas de participants à l'expertise. Eh bien, en réalité, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est vrai, on a des gens qui peuvent être accrochés eux-mêmes à des centres d'intérêt, qui peuvent être figés sur un certain nombre de postures. Il faut garder en tête qu'il s'agit de la réalité de personnes qui poursuivent leurs intérêts propres avec leur vision personnelle des choses qui n'est pas illégitime et que l'enjeu de l'expert, c'est 2 choses assez complémentaires. C'est d'abord, peut-être tout simplement, découvrir une certaine vérité scientifique, technique qui permet aux gens de comprendre petit à petit, et c'est aussi le fait d'être impartial et sans chercher à pencher d'un côté ou de l'autre, c'est laisser le temps aux gens petit à petit de découvrir quelle est leur position sans forcément nécessairement vouloir les concilier, peut-être aussi trouver le temps quand il est venu de les amener à une certaine conciliation.